Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 29, repères et coordonnées. Et on commence sans plus attendre par l'utilité d'un repère. En géométrie analytique, tout point d'une droite, dimension 1, ce qui équivaut à 1D, d'un plan, dimension 2, équivalent à 2D, ou d'un espace, dimension 3, ou 3D, est repéré, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui associe un singleton, sur une droite, un couple, dans le plan, ou un triplet, dans l'espace, de nombres réels permettant de le situer dans le repère judicieusement choisi. Le but est de savoir où est précisément ce point dans l'environnement d'étude. Paragraphe suivant, l'échelle de mesure, qui peut apparaître dans des exercices. Une échelle est la division de la distance unitaire du repère, sur le schéma, par celle de la distance réelle exprimée dans la même unité. Ça permet de déterminer une distance réelle entre deux points, la surface réelle d'une figure fermée, ou encore le volume réel d'un solide. Elle sera toujours indiquée dans un exercice, soit par une fraction, soit avec des indications sur un schéma. Sinon, il faudra travailler en unité de longueur, notée UL, en unité de surface, notée US, ou unité d'air, notée UA, ou bien encore en unité de volume, notée UV. Ceci explique la présence systématique d'un fond en damier ou rainuré dans les vidéos, qui sert de repère. Il est utilisé pour déterminer des vitesses de projectiles, ou des distances de projection. Je t'affiche ce fond en damier noir et jaune extrait d'une des vidéos des Mythbusters. Chaque carré a une longueur de côté bien définie, permettant d'effectuer des calculs en prenant directement des mesures sur l'écran de l'ordinateur. Mais il y en a d'autres, comme celui-ci, mesure de la distance de projection, celui-là, mesure de la vitesse et de la trajectoire de la chute d'une bille, ou ce dernier, mesure de la vitesse d'une balle de pistolet. Avec Adam des Mythbusters qui fait office de potiche de présentation. Maintenant que j'ai terminé le préambule, on va rentrer dans le vif du sujet. Règle graduée, une dimension. Il en existe plusieurs formes, comme celle-ci, et celle-là, plus épurée. Une droite, ou une flèche, munie de graduation, sera appelée règle. Une graduation est un repère sur un instrument de mesure. Il y aura plusieurs niveaux de graduation. La principale, représentée par un grand trait, rouge sur la première règle affichée, ou un trait plus épais. La secondaire, affichée avec un trait moyen, orange sur la première règle, ou un trait moins épais. La tertiaire, modélisée par un petit trait, bleu sur la première règle, ou un trait fin. La graduation n'est pas forcément égale à une unité. Par exemple sur cette règle, un trait noir représente un quart, un trait bleu est équivalent à un douzième. Les graduations sont visibles sur un thermomètre, une règle graduée, ou encore un pied à coulisse, que j'affiche sur l'écran pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Ça évite une recherche sur Google. L'écriture de repérage d'un point P sur une règle graduée sera la suivante. La lettre du point, ici P, suivie d'une parenthèse contenant XP, l'abscisse du point sur la règle, c'est-à-dire la valeur numérique de sa position. Petit exercice. Voici une règle graduée piochée sur Internet. On va déterminer les abscisses de chaque point, de la gauche vers la droite. Ne pas confondre vitesse et précipitation, analysons d'abord les graduations. Celles des dizaines et leurs moitiés sont en noir épais, il y en a 4 en noir fin qui les séparent, donc une graduation est équivalent à une unité. Maintenant, on a toutes les informations en tête pour faire justement le travail demandé. Le point est à une graduation après 60, donc son abscisse est 61. Le point est à 4 graduations après 60, donc son abscisse est 64. Le point est fait à 3 graduations après 70, donc son abscisse est 73. Le point B est à 2 graduations avant 80, donc son abscisse est 78. Le point G est à une graduation après 80, donc son abscisse est 80. Le point C est à 4 graduations avant 90, donc son abscisse est 86. Le point D est à 3 graduations avant 100, donc son abscisse est 97. Le point H est à une graduation avant 100, donc son abscisse est 99. Tu as vu, rien de bien compliqué. La distance entre deux points sera la différence de leurs abscisses, attention à l'échelle éventuelle à appliquer. Une distance sera toujours positive. Reprenons la règle précédente pour ne calculer que deux longueurs, celle des segments AC et DC, ai-je fait exprès? Oui,
et j'assume. La distance AC est égale à 86-64, soit 22 unités de longueur. La distance DC est égale à 97-86, soit 11 unités de longueur. Maintenant, et à titre d'exemple, si on m'indique qu'une graduation correspond à 2 cm réels, ça implique que AC fait 44 cm, et DC 22 cm. Terminé pour les règles graduées, on rajoute une dimension pour travailler dans le plan, en 2 dimensions donc. Pour définir un repère d'un plan, il suffit de fournir 3 points non alignés, notés O, I et J. Ce repère sera noté ainsi, ce qui correspond respectivement au point d'origine, au point unitaire des abscisses, et celui des ordonnées. L'ordre dans lequel les points sont écrits est important, il ne faut surtout pas les intervertir. Composé de 2 axes, le premier passant par I, le second passant par J, qui se coupe au point O. L'axe horizontal, noté X, et celui des abscisses, son unité sera la longueur du segment unitaire OI, de grandeur égale à 1. L'axe vertical, noté Y, et celui des ordonnées, son unité sera la longueur du segment unitaire OJ, de grandeur égale à 1. Il existera plusieurs possibilités de repères. Le premier est le repère quelconque, dans lequel les axes ne seront pas perpendiculaires, et la longueur OI est différente de celle de OJ. Voici ce que ça donne graphiquement. Ce genre de repère est rare en exercice, il se retrouve généralement dans des problèmes avec des triangles ou des parallélogrammes. Le second est le repère normé, dans lequel les axes ne seront pas perpendiculaires, mais la longueur OI est égale à celle de OJ. Voici ce que ça donne graphiquement. Ce genre de repère est tout aussi rare que le premier en exercice. Le troisième est le repère orthogonal, dans lequel les axes seront perpendiculaires, mais la longueur OI est différente de celle de OJ. Voici ce que ça donne graphiquement. Ce genre de repère est relativement fréquent en exercice, surtout quand tu travailles dans un rectangle. Le dernier est le repère orthonormé, dans lequel les axes seront perpendiculaires, et la longueur OI est égale à celle de OJ. Voici ce que ça donne graphiquement. Ce genre de repère est très fréquent en exercice, car il est le repère de référence en sciences mathématiques et physique, optique et mécanique, entre autres. L'écriture de repérage d'un point P dans le plan sera la suivante. XP est l'abscisse du point P, YP son ordonnée, et ces deux valeurs sont séparées par un point-virgule dans la parenthèse. L'écriture linéaire des coordonnées imposées au collège est peu pratique. Il est préférentiel d'opter pour l'écriture matricielle montrée au lycée, plus adaptée pour les calculs, et qui se présente ainsi, les abscisses et ordonnées étant l'une sur l'autre entre les parenthèses. Petit exemple avec ces deux repères, dans lesquels on va déterminer les coordonnées du point C. Dans celui de gauche, repère orthogonal, en partant du point d'origine O, il faut se déplacer d'une unité horizontale vers la gauche, puis de 2 unités verticales vers le haut pour arriver au point C. Ces coordonnées sont -1, 2, que j'écris en premier sous la forme linéaire, puis sous la forme matricielle. Dans celui de droite, repère quelconque, en partant du point d'origine O, il faut se déplacer de 3 unités horizontales vers la droite, puis d'une seule unité verticale vers le haut pour arriver au point C. Ces coordonnées sont 3, 1, que j'écris en premier sous la forme linéaire, puis sous la forme matricielle. Les coordonnées ne sont pas forcément des nombres entiers relatifs. Par exemple dans ce repère, il faut déterminer les coordonnées du point A. En partant du point d'origine O, il faut se déplacer d'un tiers d'unité horizontale vers la gauche, puis de 2 unités verticales vers le bas pour arriver à ce point A. Ces coordonnées sont -1 tiers, -2, que j'écris en premier sous la forme linéaire, puis sous la forme matricielle. J'attire ton attention sur le fait de toujours écrire les valeurs exactes des coordonnées, soit sous forme fractionnaire, soit avec des racines carrées. Tu ne peux utiliser la forme décimale que si la coordonnée est un véritable décimal, nombre de chiffres après la virgule finie, comme 0,5 ou 3,647. La distance entre deux points sera seulement demandée si tu officies dans le repère orthonormé, appelé aussi référentiel dans le monde de la mécanique classique. Pour celles et ceux qui ont la mémoire courte, je réaffiche les caractéristiques de ce repère orthonormé. Les axes sont perpendiculaires, et la longueur OI est égale à celle de OJ. Soit 2 points, le premier noté A, de coordonnées XA, YA, et le second, noté B, de coordonnées XB, YB. La distance, notée AB, entre ces deux points,
se calculera grâce à la formule suivante. AB est égal à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Pour retenir cette équation, il suffit de penser à Pythagore, et ce petit schéma t'aidera à mieux visualiser. AB est l'hypoténuse, xb moins x à la longueur d'un des côtés de l'angle droit, yb moins yk celle de l'autre côté. Pas plus compliqué. Par contre, toujours exprimer les longueurs avec des valeurs exactes, soit fractionnaires, soit racinaires. Jamais de valeur décimale, sauf si la longueur est un véritable décimal, nombre de chiffres après la virgule finie, comme 0,5 ou 3,647. Déterminer la surface d'une figure fermée se fera uniquement dans un repère orthonormé, du moins jusqu'en terminale option maths. Tu apprendras à utiliser le calcul différentiel, et particulièrement l'intégrale, qui permet le calcul d'aire dans un repère orthogonal ou orthonormé. En attendant la joie immense de découvrir cet outil, la procédure consiste à déterminer l'aire élémentaire, en centimètres carrés par exemple, qui sera l'aire du carré de côté OI, égal aussi à OJ. Puis, tu devras utiliser le produit en croix, appelé aussi règle de 3, pour transformer l'aire de la figure, exprimée en UA, en centimètres carrés ou en mètres carrés. Pas d'inquiétude, je vais te montrer un exemple pour que tu imprimes correctement. Voici un repère orthonormé avec 3 points formant un triangle, dont on va déterminer l'aire en centimètres carrés. Première étape, déterminer les coordonnées de chaque point. Pour A, -5, 4. Pour B, -7, -2. Pour C, -2, 3. Seconde étape, il faut calculer la longueur de chaque côté. Il va falloir faire la différence des abscisses, puis celle des ordonnées, et utiliser le théorème de Pythagore. Attention aux signes, une erreur est si vite arrivée. On commence avec AB. Différence des abscisses, puis des ordonnées, la formule à appliquer, réduction entre chaque parenthèse, calcul, et AB est égal à racine carrée de 40, que je reporte sur la figure. On continue avec AC. Différence des abscisses, puis des ordonnées, la formule à appliquer, réduction entre chaque parenthèse, calcul, et AC est égal à racine carrée de 10, que je reporte sur la figure. On termine avec BC. Différence des abscisses, puis des ordonnées, la formule à appliquer, réduction entre chaque parenthèse, calcul, et BC est égal à racine carrée de 50, que je reporte sur la figure. Troisième étape, savoir si le triangle est rectangle. Racine carrée de 50, strictement supérieure à racine carrée de 40, aussi strictement supérieure à racine carrée de 10. Donc, l'hypoténuse présumée est BC. Il faut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Calcul de BC au carré, égale à 50. Calcul de AB au carré, plus AC au carré, ce qui donne 40 plus 10, soit 50, égale à BC au carré. Donc, le triangle est rectangle en A, et je le symbolise sur la figure. Quatrième étape, détermination de l'aire du triangle en unité d'aire. L'aire d'un triangle se détermine en multipliant la base par la hauteur, puis en divisant le résultat par 2. Dans un triangle rectangle, la base est l'un des côtés de l'angle droit, la hauteur l'autre. De ce fait, l'aire du triangle sera égale à AC fois AB sur 2. Remplacement par les valeurs numériques, calcul, réduction, et l'aire est égale à 10 UA, que j'inscris dans la figure. Dernière étape, l'aire du triangle en centimètres carrés. Il faut commencer par déterminer l'aire unitaire, représentée par ce carré rouge hachuré, en centimètres carrés. La toile de fond du graphique est celle du papier millimétré, on aura donc 0,5 cm ici, et pareillement là. L'aire unitaire sera le carré de la longueur du côté du carré rouge hachuré, soit 0,5 au carré, donc 0,25 cm². Une unité d'aire sera équivalente à 0,25 cm². Sachant que l'aire du triangle est de 10 UA, un produit en croix permet d'affirmer que la surface du triangle est de 2,5 cm². Fini avec le plan, on rajoute une dimension pour accéder à l'espace cartésien. Pour définir un repère d'un espace, il suffit de fournir 4 points non alignés, O, I, J et K. Ce repère sera noté ainsi. L'ordre dans lequel les points sont écrits est important, il ne faut surtout pas les intervertir. Composé de 3 axes, le premier passant par I, le second passant par J, et le troisième passant par K.
qui se coupe au point O. Le premier axe, noté X, est celui des abscisses, en rouge sur le repère, son unité sera la longueur du segment unitaire OI, de grandeur égale à 1. Le second axe, noté Y, est celui des ordonnées, en vert sur le repère, où l'axe de profondeur, son unité sera la longueur du segment unitaire OJ, de grandeur égale à 1. Le troisième axe, noté Z, est celui de l'altitude, en bleu sur le repère, où axe de la côte, son unité sera la longueur du segment unitaire OK, de grandeur égale à 1. Repère forcément orthonormé, pour le moment, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires 2 à 2, et la longueur OI est égale à celle de OJ, égale aussi à celle de OK. L'écriture de repérage d'un point P dans l'espace sera la suivante. XP est l'abscisse du point P, YP son ordonnée, ZP son altitude, et ces trois valeurs sont séparées par un point-virgule dans la parenthèse. L'écriture linéaire des coordonnées imposées au collège est encore moins pratique. Il est préférentiel d'opter pour l'écriture matricielle montrée au lycée, plus adaptée pour les calculs, et qui se présente ainsi, les abscisses, ordonnées, et altitude étant l'une sur l'autre entre les parenthèses. Soit deux points, le premier noté A, de coordonnées XA, YA, ZA, et le second, noté B, de coordonnées XB, YB, ZB. La distance, notée AB, entre ces deux points, se calculera grâce à la formule suivante. AB est égal à racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YK au carré, plus ZB moins ZA au carré. Important, toujours exprimer les longueurs avec des valeurs exactes, soit fractionnaires, soit racinaires. Jamais de valeur décimale, sauf si la longueur est un véritable décimal, nombre de chiffres après la virgule finie, comme 0,5 ou 3,647. Comme d'habitude, un petit exemple pour lever ce brouillard qui embrume tes neurones. Voici un repère en 3D, et on va déterminer la longueur du segment BF. Première étape, déterminer les coordonnées des points B et F. Les codes couleurs ont été conservés, donc abscisse en rouge, ordonnées en vert, et altitude en bleu. Pour B, 5, 0, 0. Pour F, 0, 4, 4. Seconde étape, calcul de la longueur de BF. Différence des abscisses, des ordonnées, puis des altitudes, la formule à appliquer, réduction entre chaque parenthèse, calcul, et BF est égal à racine carrée de 57. Guère plus compliqué que le même calcul dans le plan. Dernier paragraphe, repérage sur une sphère, toujours d'actualité vu que les GPS l'indiquent. Voici une carte de Google Maps. Cette série de deux nombres, séparés par une virgule, et entourés en rouge, est la position du pont d'Avignon sur le globe terrestre. C'est quoi leur signification? Je vais te l'expliquer. Pour donner ta position en n'importe quel point sur Terre, tu auras besoin de deux références perpendiculaires, qui sont l'équateur et le méridien de Greenwich. Notre planète, supposée parfaitement sphérique, alors que ce n'est pas totalement vrai, est découpée en parallèle, dans la direction est-ouest, et en méridien, dans la direction nord-sud. Les coordonnées d'un point seront composées de sa longitude, son angle par rapport au plan formé par méridien de Greenwich, et sa latitude, son angle par rapport au plan formé par l'équateur. Voici une vue en planisphère de la position des deux références perpendiculaires, l'équateur et le méridien de Greenwich, qui se croisent sous l'Afrique, dans l'océan Atlantique, plus précisément dans le golfe de Guinée, à environ 625 km au sud du Ghana, et à 1000 km à l'ouest du Gabon. L'équateur est la référence des latitudes, les parallèles qui lui sont parallèles, d'où leur nom, ont leur position exprimée en degrés, de moins 90 degrés, au sud, à plus 90 degrés, au nord. Bien entendu, l'équateur est à 0 degré. Sur une vue planisphère, quelques parallèles avec un nom spécifique dû aux explorations passées, comme le tropique du Cancer, au nord, le tropique du Capricorne, au sud, et les deux cercles polaires, l'Arctique au nord, l'Antarctique au sud. Le méridien de Greenwich est la référence des longitudes, les autres méridiens qui coupent le globe comme des quartiers d'orange ont, comme les parallèles, leur position exprimée en degrés. Sur cette vue planisphère, les angles des méridiens vont de moins 180 degrés, à l'ouest, à plus 180 degrés, à l'est. Tu m'entends dire nord, sud, est, ouest, mais pas en haut, en bas, à gauche ou à droite.
En cartographie, les concepts de haut, bas, gauche et droite n'existent pas. D'ailleurs, comme le faisait brillamment remarquer Perceval dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier, ces conneries de gauche et de droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comme on est tourné, ça change tout. Si tu n'as pas la référence, il va te falloir la chercher, Google est ton ami. Voici une rose des vents, seule référence géographique à poser sur toutes les cartes. Le nord sera toujours en haut, et si tu fais une rotation dans le sens anti-horaire à partir de N, tu pourras lire nose. Il faut avoir du nez pour ne pas se paumer. Ce moyen mnémotechnique te permettra de placer correctement les 4 directions principales les unes par rapport aux autres sans te tromper, donc de ne pas te perdre sur ta carte. Justement, pour que tu détermines rapidement la position d'un point sur la Terre, petit exercice tout simple. Un globe sur lequel sont tracés l'équateur, en rouge, et ses parallèles, le méridien de Greenwich, en vert, et les autres méridiens. Il faut déterminer les coordonnées des points K, L, M et N. Si tu as bien compris, déplacement est-ouest en premier, parallèle à l'équateur, puis nord-sud, parallèle à Greenwich. Coordonnées du point K, 40 degrés ouest, 40 degrés nord, ou encore, moins 40 degrés, 40 degrés. Coordonnées du point L, 20 degrés est, 30 degrés nord, ou encore, 20 degrés, 30 degrés. Coordonnées du point M, 10 degrés est, 10 degrés sud, ou encore, 10 degrés, moins 10 degrés. Coordonnées du point N, 40 degrés ouest, 30 degrés sud, ou encore, moins 40 degrés, moins 30 degrés. Et si je plaçais le point P, de coordonnées suivantes, 60 degrés ouest, 30 degrés nord. Il serait ici sur le globe. 60 degrés horizontaux à l'ouest de Greenwich, 30 degrés verticaux au nord de l'équateur. Pour en revenir à la position du pont d'Avignon, les deux nombres séparés par une virgule se traduisent par 43,954 degrés ouest, 4,805 degrés nord, ce qui se convertit en DMS, degrés minutes secondes, par 43 degrés, 57 minutes et 13 secondes, puis 4 degrés, 48 minutes et 19 secondes. Dans la base numéro 12, je t'explique comment convertir du degré décimal en degré sexagésimal, et inversement. Le lien est dans la description, catalogue de vidéos, onglet prérequis. La base est désormais terminée. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.